passe la parole à Gilles pour présenter Jonathan. Alors, merci Anne-Sophie. Donc, Jonathan Berg est un jeune auteur israélien. Il est auteur d'un premier roman qui s'appelle en hébreu Od Hamesh Dakot et qui a été publié en 2018 en traduction française à l'Antilope sous le titre Encore 5 minutes. Donne-moi encore 5 minutes. Donne-moi encore 5 minutes, pardon. Et donc, en janvier 2021, c'est-à-dire il y a quelques semaines, nous avons publié de lui Kité Psagot, un livre qui en hébreu s'appelle Psagot, Sipur Shel Aziva, Sipur Aziva, je crois. Et par ailleurs, Jonathan est poète, il a publié pas mal de poésie, il est bibliothérapeute, on reviendra sur ce sujet plus tard, je crois. Il habite Jérusalem, il est marié et il a une petite fille absolument adorable. Voilà, donc je repasse la parole à Anne-Sophie. Voilà, donc Jonathan, ce sera la première question, c'était pour commencer. Est-ce que, alors on dit tu ou vous, évidemment, on se tutoie en hébreu, donc ce sera tu. Est-ce que tu peux préciser un tout petit peu à ceux qui n'ont pas lu le livre Psagot, ce qu'est Psagot, et peut-être comment toi tu y es entré. First of all, I want to say good evening to everyone, and I want to thank you for taking the time and spending the time with us, and you know, listening to literature, and it's just a generous thing to do, to come and hear someone speak. So thank you very much for being here. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être tous là parce que c'est très appréciable pour moi de pouvoir m'exprimer devant vous. So I think before I'm saying something directly about Psagot, we need to go a little bit further back to understand the whole environment. As I'm sure a lot of you know, our tribe has a lot to do with redemption, with Geulah, as we say, with the sense of a metaphysical happening that changes everything. Alors, avant de retourner à Psagot, d'aller à Psagot, je voudrais faire un petit détour et vous dire que notre tribu a souvent affaire avec des questions de rédemption et des questions de métaphysique. And if you take the 6 Days War, you think as if it was a wood that was thrown into this fire of metaphysical happening. And then after the win, after the great win of Israel against some countries from the side, there was this sense of, let's say, in some part of the Israeli society, that were very much connected to the tradition and to the Orthodox way of thinking, that was as evidence of some bigger thing happening. And with this energy, slowly people started to think that part of fulfilling the wide aspect of returning to Israel is living again in the territories of the Bible. Because alors, après la guerre des 6 jours, en fait, ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'occupation notamment de la Cisjordanie, a été comme un bout de bois jeté au feu de la métaphysique. Pas d'occupation. Et à la faveur du vent, eh bien, pour certaines personnes, notamment des personnes du monde juif pratiquant, orthodoxe, il est devenu comme une évidence que cette guerre représentait une chose bien plus grande, bien plus vaste que simplement une guerre politique et militaire, et que la question de retourner sur les lieux bibliques, qui se trouvent notamment un certain nombre se trouve en Cisjordanie, était quelque chose de nécessaire, d'impérieux. Now, we have to remember that in that point in time, this energy came from both sides of the political view in Israel. We have to remember that after the 6 Days War,
the leaders of the United Israel territory were Alterman. Natan Alterman was the leader of the group, and Natan Alterman was, let's say, the poet that was whispering on the ear of Ben Gurion and a part of the Labour Party, what today is the Labour Party. So this energy of feeling that the 6 Days War is evident for a need to expand the living into the territories of the Bible was coming from both sides. But the people that took the task on their hand were what we called religious Zionists, that we can track back to Europe, mainly Germany. This is the root place of this stream, which basically says Orthodox life with an involvement in the secular or in the outside hand is in religious views and tradition, and the other hand is standing in the society, the culture, the army, the economy, and everything. And okay, so yeah. Et en fait, ce mouvement est venu des deux parties, enfin des deux faces politiques de la société israélienne, puisque en fait, une des personnes qui a vraiment commencé à amorcer ce mouvement a été le grand poète hébraïque Nathan Alterman, qui était un homme qui murmurait à l'oreille de Ben Gurion et de David Ben Gurion, et il a vraiment initié ce mouvement d'installation dans les territoires occupés. Mais ceux qui l'ont vraiment réalisé de manière intense, disons, c'est eh bien la partie sioniste religieuse de la société israélienne, et c'est une partie de la société qui trouve ses racines, en tout cas d'un point de vue idéologique, qui trouve ses racines dans le judaïsme allemand, le judaïsme religieux allemand, avec une conviction qui est que la vie orthodoxe juive ne doit pas être déconnectée de la vie en général, et que ce n'est pas parce que les juifs sont orthodoxes qu'ils ne doivent pas intervenir dans la culture, dans la politique, dans la vie sociale, etc. Now, my mother family comes from Würzburg in Bavaria, in Germany. So my mother comes from a very direct family of this tradition of what we call National Zionist. And my father came to Israel in 79 from Ukraine. Now, if you come in 79 from Ukraine, you come with Zionistic ambitions. So my mother come with this, let's say, society place or being a part of a society in her roots. And my father come with the desire to fulfill Zionism in the 80s. Now, where do you go to fulfill Zionism in the 80s? You go to the territories, because this is, as we can imagine, the new step of Zionism, the new step of creating something new, conquering the land, struggling with the land, building your own village, your own place, and this image of you know, as the image of the Chalutzim and the people that came in the 19th and the 20th century, of coming to an empty place and trying to create something out of it. Now, this Zionism in the beginning of the 80s were the settlers going to live in the settlement. So it fit my mother very much from the house and the education she came from. And it fit my father very much. Yes. Alors, en fait, ma mère vient d'une de ces familles du judaïsme religieux allemand. C'est une famille qui vient de Würzburg en Bavière, et donc elle est totalement, enfin, elle est née dans ce milieu de national religieux sioniste. Quant à mon père, il est arrivé en 1979 d'Ukraine, et
et il est vraiment arrivé pour réaliser le sionisme. Et où est-ce qu'on peut réaliser le sionisme dans les années 80 eh bien, dans les frontières de 1948, c'est déjà fait. Donc, la nouvelle, les nouveaux territoires qui sont considérés comme vides, comme étaient considérés comme vides les territoires d'avant 48 à l'époque des premiers pionniers du début du XXe siècle, eh bien, dans les années 1980, là où le sionisme est réalisable, c'est dans les territoires occupés et à construire des nouveaux villages juifs, etc. So Psagot was founded in 81. That's exactly like my age, 39 years. Psagot is not one of the first territories, but you can say it's in the second wave of the settlements. And one of the interesting things that I also mention in my book is the fact that if you would look at the map and you will try to see where are the settlements located, you will see that the approach was driven by the security mechanism or the security system. The places where the settlement were settled were very much in the footstep of the IDF. The IDF thought, where are the places that we need Jewish life in order to control the territories, to control the Palestinian cities and so on. And in that regard, you can think of the settlers in a metaphor as a constant soldiers, as a constant points, units on the map that is dedicated to the higher thought of how we can control this environment, these territories. And for example, that's why Psagot is located just above the Palestinian city of Ramallah, which is the capital of the Palestinian Authority. That's where Mahmoud Abbas lives. And Psagot is really a hilltop that face in Ramallah. The last houses of Ramallah are 20 meters, 15 meters from the first houses of Psagot. And you can really see how the settlement was located there in order to have a viewpoint over Ramallah. OK, thank you. Donc, Psagot a été créé en 1981. Nous avons précisément le même âge. Mais ça n'a pas fait partie des premières implantations. Ça fait partie de la deuxième vague d'implantation créée après la guerre des 6 jours. Alors, si vous regardez une carte, d'ailleurs, je le mentionne dans mon livre, si vous regardez une carte, vous verrez que en fait, les implantations ont été choisies à des lieux extrêmement stratégiques pour des questions de sécurité. Ah, on t'entend plus. Les objectifs vous m'entendez? Ont suivi les objectifs de sécurité de l'armée israélienne, de Tsahal, afin de contrôler la vie, afin de contrôler les Palestiniens. De sorte que les colons de ces implantations sont des sortes de soldats de tous les jours. Et d'ailleurs, en ce qui concerne Psagot, en fait, Psagot a été créé sur une colline qui surplombe la ville de Ramallah, qui est de nos jours, à l'époque non, mais de nos jours, le siège de l'autorité palestinienne, là où siège notamment Mahmoud Abbas, le président. Et les toutes dernières maisons de Ramallah se trouvent à 20 mètres des premières maisons de Psagot. You want to go to the next question, Anne-Sophie? Oh yes. Alors, du coup, je reprends en français. La prochaine question, c'est justement pourquoi, après un roman comme Donne-moi encore 5 minutes, qui racontait déjà l'histoire de 2 amis d'enfance dans l'implantation, qui suivaient chacun un parcours différent, l'un restant dans l'implantation et l'autre quittant l'implantation, le village, pourquoi avoir eu besoin d'écrire un récit, de raconter ce récit de quitter Psagot?
Mm-hmm. So I think what I tried to do in the novel, that I thank very much Gilles and Anne-Sophie to bring it into France, that was a generous thing, and I thank you for that. What I tried to do using fiction, using imagination, is to try to speak in a wider perspective where I can bring both or a few sides of viewpoint into the question of settlements and the life in the settlement. I had two friends that one of them is in Tel Aviv and he represents maybe the view from Tel Aviv to the settlements, and the other one is in the settlement and present the view from the settlement to the center of Israel. And what happened was that because I tried to create a wide variety of viewpoints, each side of the political approach took one side and put it in the center. So when the book were critic in right-wing newspaper, they pretty much put the heaviness, the main angle of the article on the view side of someone that looks from the settlement outside. Mm-hmm. And when it was in a left newspaper, they looked at the character that looked from Tel Aviv to the settlement. And the attempt to create a wider perspective in an ironic way just shrink the perspective, and each one took his own stand in it. Gilles. Excusez-moi. Alors, le roman que j'ai écrit, Donne-moi encore 5 minutes, Od Hamesh Dakot, dans ce roman, mon intention était de tenter de parler d'écrire avec une perspective plus large que celle des territoires. Et donc, j'ai créé une situation où il y a deux amis qui ont grandi dans cette implantation et dont un y est resté et l'autre vit actuellement, je vis au moment du livre, à Tel Aviv. De sorte que, en fait, finalement, je me suis retrouvé un petit peu au centre et de l'échiquier politique, disons. Et en fait, quand j'ai constaté que quand des journaux de droite ont écrit une critique sur ce livre, eh bien, finalement, ils se sont plutôt intéressés au personnage qui avait continué sa vie dans l'implantation. Et quand c'était des journaux de gauche qui écrivaient, à ce moment-là, ils se focalisaient sur le personnage qui vivait une vie de bohème à Tel Aviv. So I told myself this topic is too important for me and too crucial in my life to let people get away with what fiction does, yeah, with letting them choose one point over the other. And this system of dividing the readers between point of view is to tell my own story in a self, in a memoir. This is me speaking about my story, my biography. I'm talking about things from a place that I think either the reader that comes from the settlement can tell himself, okay, I'm looking at the settlement again from someone that doesn't hate the place or the people, but have some questions about the life there. And from the other hand, the one in Tel Aviv can tell himself, okay, I'm listening to someone that tells the life from the inside. It's no more images in the 8 o'clock news of settlers chasing after Palestinians or throwing stone or the other way around. It's not anymore the metaphors that he meets in the newspapers. It's someone that telling him, this is how it was for me. And I thought that the memoir is in a way forcing people to look at the real structures and the real life and the real happening of one person in a settlement. They can no longer say it's like that, or it's like that, or to use my fiction in order to paint their own picture of it. No,
Now it's someone that says, this is reality. This is how it happened to me. This is my life story, my junctions and traumas and notable moments. And you can no longer say, okay, let's picture it this way or this way through imagination. En revanche, dans Psagot, dans Quitter Psagot, cette fois, c'est moi qui parle. De sorte qu'un lecteur qui habite une implantation pourra constater que l'auteur, moi donc en l'occurrence, a certes un certain nombre de questions à poser sur la problématique des implantations, mais que je ne déteste pas les implantations, je n'ai pas un regard de haine sur elles. Et quant au lecteur qui habite Tel Aviv, par exemple, il pourra se dire « Ah, cet auteur, il sait de quoi il parle, parce que c'est de l'endroit d'où il vient. » Et donc là, cette fois, ce n'est pas c'est vraiment le parcours d'une personne, moi en l'occurrence, c'est mon histoire. Et donc, ça permet de rentrer davantage dans la complexité et dans la réalité que ce que l'habitant de Tel Aviv, par exemple, peut avoir lorsqu'il regarde la télévision et qu'il regarde des images toutes faites sur les territoires tels qu'on peut les voir à la télévision. Now, the funny thing is that when the novel came out, every newspaper in Israel had an article about it. Every newspaper. And every newspaper chose the point of view he wants to paint. When the memoir came out, the biggest newspaper of the right wing, Makor Rishon, the chief editor, Chagai Segal, banned the book from the newspaper. He told the people in the literature section, you're not touching this book. From the other hand, in the newspapers of the left wing, they didn't want to deal with the book because it shows some daily routines, or it shows the complexity of living there, or it doesn't say they're the blame or they're the blame. And it sure doesn't say that the people that live there are washed by religious views or political views and are built out of violence and aggressions. So the funny thing was that when the memoir came out, there was almost no articles in the newspapers, but there was more television. There was more television, I think, because the television has easier time with self stories, with personal stories. They can take you to the place and picture you and interview family members and so on. But I'm just noting it that the funny thing was that in Israel, if you publish a book that people can say whatever they want to say through your book, you're going to get critics everywhere. If you publish a book that is very specific in what you say, you're going to have harder time to get noted in the newspapers. Anyway, that's my case. Quand le roman a paru, il y a eu des articles la plupart dans tous les journaux israéliens. Et en revanche, quand les mémoires, puisque Jonathan Berg appelle Quitter Psagot des mémoires, ce qu'on n'a pas repris dans le titre français, nous on a écrit récit. Donc quand ces mémoires sont parus, le rédacteur en chef du plus grand journal de droite, ce journal s'appelle Makor Rishon, ce rédacteur en chef s'appelle Chagai Segal, a absolument interdit à ses journalistes d'écrire la moindre critique sur ce livre. Quant aux journaux de gauche, il s'est passé à peu près la même chose, puisqu'ils ont refusé d'accepter un livre qui parlait de la routine, de la vie quotidienne dans les territoires, d'une vie normale dans les territoires, et qui ne voyait pas les habitants de ces implantations comme totalement éblouis par des vues religieuses et politiques. En revanche, les télévisions m'ont beaucoup plus facilement invité, parce que pour une télévision, c'est plus facile
d'aller faire un reportage sur place, d'utiliser la vidéo, la photographie pour raconter une histoire très personnelle. Donc, il faut savoir qu'en Israël, si vous écrivez un livre qui exprime des idées générales, eh bien, les journalistes s'en empareront pour dire précisément ce qu'ils ont envie de dire, et non pas ce que dit le livre. En revanche, si vous écrivez un livre qui parle vraiment de votre personnalité et votre spécificité, votre parcours singulier, à ce moment-là, les journalistes vont l'éviter parce qu'ils ne pourront pas dire ce qu'ils veulent. Ils ne pourront pas me faire dire ce qu'ils veulent. Anne-Sophie? Merci, Jonathan. Et j'ajoute que ça te fait beaucoup rire. Alors, du coup, la question suivante, c'est comment est-ce que de cette éducation dans ce milieu, Aksagot, t'a amené à être un poète, un écrivain de poésie, et puis comment aussi tu as été amené à devenir bibliothérapeute. Et du coup, je me demandais si ça avait un lien avec cette éducation qui, quand même, met le texte, les mots, au centre de la vie. Mm-hmm. So, I was raised in an Orthodox family, and I was sent to yeshiva, what they call the place where you learn most of the time, or half of the time, the Orthodox texts. So it means that for me, books that I read were holding inside of them great powers of religious views, mental views, ecstatic places. So my life was pretty much surrounding the text. I was praying in the morning, I was learning the Talmud in the big hall, the books of Chassidut and so on. So the text had a very important place in my inner life and in my outside life. And then there's I think when I was 14, 15, that started a process of starting to debate my place there, starting to debate whether these texts are fit to my personal life, to my mental structure, to my personality, to my views, to myself. And okay, Gilles, and then I will continue. Merci, Toda Rabba. Je viens d'une famille orthodoxe et donc mon éducation, j'ai été scolarisé à la yeshiva, c'est-à-dire dans des écoles religieuses. Et dans des écoles religieuses, on étudie des textes, des livres. Les livres que j'ai lus, ce sont des livres où sont magnifiés, enfin où prennent la place principale, des vues religieuses, des vues extatiques. Et dans ma vie, de ce fait-là aussi, eh bien, les textes ont pris une place extrêmement importante. Mais à partir de l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à interroger ces textes par rapport à moi. Qu'est-ce qui m'apporte? Est-ce que je me retrouve dedans? So I think what happened in that point is that I was looking for a replacement. I was looking for something to fulfill the place of text, the meaning of text, the importance of text in my life, when the religious text was slowly fading away or becoming weak. And I think that's why my hand was starting to look, what can I find in order to create for myself a new place of meaning or a new place of self-thought or a new place of conversation. And that's where I found poetry. And I think poetry is really a place where one leg is inside the spiritual, the metaphysical, the higher sense of life. And the other leg is based in life, in the concrete life, in objects, in personas, and so on. So for me, the poetry was the perfect fit because I could feel that the text is still functioning as a spiritual, religious power. And in the same time, I'm getting closer and closer to the daily life, to culture, to society, to the view, to the landscape, and so on. Et donc,
quand j'ai commencé à être critique et frustré à l'égard des textes religieux, eh bien, quand ces textes religieux, leur influence s'est affaiblie dans ma vie intellectuelle, eh bien, j'ai cherché un nouveau lieu pour poursuivre ma conversation intime avec ces textes. Et ce lieu, je l'ai trouvé dans la poésie. Parce que la poésie, en fait, elle a une nature double. La première, c'est qu'elle traite de sujets très spirituels et métaphysiques, mais en même temps, elle peut traiter aussi de réalités très concrètes. Et finalement, ça me convenait très bien. By the way, just an anecdote. I don't know, is Stiesel very successful in France? Yes. The show? Yes. So, Jonathan demande si la série Stiesel est très populaire en France. Yeah, so when I was sitting in the yeshiva on the table in front of the rabbi and I was starting to write, the one that sat next to me, which his name is Ori Elon, and he was a very good friend of mine back then, and we started writing together. He's the guy that wrote Stiesel, that made Stiesel. Wow. So you can see where he got to and where I got to. Well, that's life. So both of us started writing in pretty much the same time when we were like 15, 16. But he stayed religious. He lives in a settlement. He had 6 kids, and today we're much less in contact. But we started our journey into text together. So that's just an anecdote. But just a second. Donc, lorsque j'étais à la yeshiva et j'ai commencé à écrire vers l'âge de 15-16 ans, mon plus proche voisin, qui était d'ailleurs un très bon ami à l'époque, est celui qui a écrit le scénario et le scénariste de Stiesel, la série Stiesel. Donc vous voyez qu'on s'est mis à écrire tous les deux au même moment, à peu près, mais ça ne nous a pas amenés au même endroit. Lui est resté dans le monde religieux, il a 6 enfants actuellement, il vit dans une implantation et maintenant on n'est plus tellement en contact là avec lui. So up until today, I gotta say, I'm more a poet than a novelist. I do both, but the place that I feel more natural in, more satisfied from, is writing poetry. And for example, my next book of poetry is going to be, I think, one of a kind. It's going to be a poetry book about traveling. Every poem is about a place that I visited, and the poems together are trying to create this kind of traveling book through poetry. And for example, one of the books that gave me inspiration is a French poet called Blaise Sander, and his Trans-Siberian poem, the Trans-Siberian. So I feel more at home in poetry, but obviously poetry is a more kind of partisan happening, and that there's no much translation of poetry. So I'm having a hard time to believe that it will be in French anytime soon. Eh bien, jusqu'à présent, même si j'ai écrit 3 livres de prose, je me considère davantage comme un poète que comme un prosateur. Mon prochain recueil de poésie sera consacré à des poésies sur mes voyages. Un des poètes qui m'inspire le plus est le poète français Blaise Cendrars, et notamment son célèbre recueil qui s'appelle « La prose du Transsibérien ». Mais être poète de nos jours, c'est un travail quasiment bénévole, c'est un engagement très bénévole, donc c'est aussi la raison pour laquelle je suis prosateur. Anne-Sophie? Tu n'as rien dit sur la bibliothérapie. You didn't say anything about bibliotherapy. I will say why, because I'm not practicing it. I'm not working as a bibliotherapist, and I will be honest.
I was doing it for a couple of years, and I think it was immoral for me to continue, because I think a therapist should live with his patient also after they meet in the room, in the therapy room. He should think about him. He should think what he should do as a process of therapy. And when I was going out of the therapy room, I was thinking about my protagonist in the novel I'm writing, or about the poem I want to write. And that was what I was naturally obsessed with. So I told myself, if this is the case and you cannot live with your patient after you leave the therapy room, is immoral for you to keep on doing therapy, because you're not obligated to him in the way you should be. I have a brother that is a therapist, and I see how much he's devoted into his patient and taking them with him home and thinking about them. And I was thinking about my writing. So I told myself in some point, although there's no economy, there's no income in writing, I'll have to do what I feel naturally that I'm supposed to do, and be more moral with myself. En réalité, je n'ai pas répondu à ta question concernant la bibliothérapie parce que j'ai totalement cessé d'être bibliothérapeute. En fait, je me suis rendu compte que ce serait comme une imposture de ma part, dans la mesure où, en fait, quand je sortais des séances avec les patients, un bon thérapeute reste avec ses patients, il vit avec ses patients et avec leurs questionnements. Moi, je retournais à mon écriture. Et donc, je considérais que c'était une sorte d'imposture. Mon frère, par exemple, est thérapeute. Lui, il ramène ses patients à la maison, il vit avec eux 24 heures sur 24. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis écrivain, même si ça nourrit pas toujours son âme. Alors, avant de passer la parole au public, car je vois que Lauriane lève la main, j'avais quand même une dernière question, Jonathan, à poser. C'était de savoir, à part les réactions de la presse, puisque tu en as parlé, quelles sont les réactions des habitants de Psagot aujourd'hui, et comment toi tu te sens quand tu y retournes? Mm-hmm. So also to answer that question, I have to explain something about the kind of people that are living in the settlement. You have to understand that people that come living there and facing sometimes a hard environment in life, they're sometimes far away from the center of Israel. They are vulnerable to violence and so on. They do it because they have some ideological fuel, some ideological electricity that is strong and appealing and functioning, that make them do the move of keep on living there, although there is inconvenience. So I'm saying that to say that these are people that are appreciative of a good argument. They like a good argument because basically they live inside an argument, right? When you live in the settlement, you live inside an argument between the sections of society and between Israel and other nations and so on. So they live in an argument and they love an argument. They enjoy the opportunity to sit and talk about the big questions, about the big topics, about political views, about orthodox views, about religious views, and so on. Merci. Alors, avant de répondre à ta question, je voudrais parler un petit peu des personnes qui vivent dans ces implantations, car c'est difficile de vivre là-bas. C'est loin des centres d'Israël. C'est un environnement qui est souvent violent. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils ont comme un courant électrique idéologique qui les anime. Et donc, sinon, ils ne supporteraient pas cette situation. Et ces gens-là, qui vivent au cœur d'une polémique, ces gens-là,
ils adorent la polémique. Ils adorent se confronter à une bonne discussion, une bonne polémique, une bonne dispute sur des questions politiques, sur des questions idéologiques, sur des questions religieuses, etc. So that's why when I came there to the settlement and to other settlements with the book, the meeting were good. There weren't a confrontation of you wrote this about us or you wrote this about us. It was more about doing a good argument and trying to sharpen the arguments one of another through speaking. By the way, it also happened to me in smaller places in Israel, like kibbutzim and moshavim. And you can say that in a way, the big cities of Israel are more mellow when it comes to this kind of hated or deep debates. And when you come there, you give people a lecture and they go home. And when you come to smaller places in Israel, that most of them are based on ideological thought, on principles of approaching life and approaching the way to live life and so on, like kibbutzim and like settlements, you meet more this kind of people that are very open and very eager to create a debate, to create an argument. So again, when I came to Psagot with the book, it was more like a good argument where we had different opinions, me and my family and my neighbors. But it was more about you're gonna state your approach and we're gonna state our approach and we're gonna do this dance and see who keeps on standing. Alors, en fait, en Israël, quand vous participez à une rencontre publique dans une grande ville, le public est plus modéré. Il vient vous écouter et puis après il rentre chez lui et il ne se passe pas grand-chose. En revanche, quand vous allez dans des petits endroits, que ce soit une implantation dans les territoires, que ce soit un kibbutz à l'intérieur des frontières de 48 d'Israël, c'est-à-dire dans des lieux qui ont été vraiment créés sur les bases idéologiques du sionisme, contrairement aux grandes villes qui sont moins dans l'idéologie, eh bien, à ce moment-là, vous rencontrez des gens qui sont vraiment venus vous écouter et qui sont tout à fait ouverts à la polémique, à l'argumentation, à la discussion. Et donc, lorsque je suis allé à Psagot avec mon livre, ça a été le cas. C'est-à-dire que les personnes que j'ai rencontrées, on n'avait pas les mêmes avis, mais une discussion a été possible. Anne-Sophie? Alors, tu n'as pas non plus répondu sur ton sentiment à toi quand tu retournes à Psagot. How you feel inside when you go back? I would say that I really have different moments or different selves when I come to Psagot. There is this psychoanalytic view that Mitchell is speaking about the plural self, the multiply self. And it says that inside of you, there's different kind of self, and each time a different one is approaching the stage and the other one is in the background. So also when I come to Psagot, I have different moments, because when I enter my mother's house and I sit in the living room and all my brothers are around me and my nephews and my daughter and so on, I feel home. I feel outside the political argument. But then when we are leaving the house and going to pray in the synagogue, I'm going with my brothers that goes there. Me, myself, is not completely religious, but sometimes I feel I'm more religious than my religious brothers, or more spiritual than my religious brothers. So when we go to the synagogue, I always take the long way and not the short way where they walk. Because in the long way, you have a viewpoint facing Ramallah. And for me, it's important when I come to Psagot and going to the synagogue, I will go to the synagogue and I will hug, not today, but before, I will hug some childhood friends and talk to them and see how they're doing. But in the way I want to remember the fact that there's also Ramallah.
not to go in the short way to the synagogue, and then boycotting my view, cutting my view from Ramallah. So I go to the synagogue, with my family, I just take the long way. So I can see the houses of Ramallah, and I can remember, okay, my family here, and I love my family, and I wish them all the best, and I want the political solution to be one that also considered them, but I'm not forgetting that underneath Psagot there is Ramallah, and we have to face the fact that there's people there and so on. Merci. Alors, la psychanalyse dit qu'il peut y avoir différentes formes de moi. Alors, quand je vais à Psagot, je vais tout d'abord chez ma mère. Et quand je suis chez ma mère, entouré de mes frères, de mes neveux, de mes nièces, avec ma fille, ma propre fille, eh bien, je suis chez moi, je me sens à la maison. Mais ensuite, lorsque je vais à la synagogue, parce que je vais à la synagogue avec mon frère qui est pratiquant, moi, je ne le suis pas autant que lui, mais parfois, je me sens beaucoup plus pratiquant, en tout cas beaucoup plus spirituel, dans un état spirituel que lui. Eh bien, lorsque nous allons à la synagogue ensemble, il y a deux chemins pour aller à la synagogue de la maison de ma mère. Et il y a le chemin court et le chemin long. Eh bien, moi, je prends toujours le chemin long parce que c'est le chemin qui a une vue sur Ramallah. Et c'est très important pour moi de ne pas prendre le chemin court où on ne voit pas Ramallah, c'est-à-dire qu'on peut aller de chez ma mère à la synagogue en oubliant qu'on est dans une implantation qui fait face à Ramallah. Moi, je prends toujours le chemin long parce que c'est très important pour moi d'aller prier, en allant prier, de me souvenir qu'il y a une ville qui s'appelle Ramallah et qu'il y a à l'intérieur des habitants qui s'appellent les Palestiniens avec leurs préoccupations et leurs problématiques. I want to say one more sentence about it. What happens to me, and that was part of why I wrote the book, was that when I was sitting with my family on Friday evening in the dinner table, I was always approaching them with the left-wing views and arguing with them as I am the left and they are the right. And then when I was going back to Tel Aviv, sitting with my friend from university on Saturday evening in a bar talking, I was the right-wing views because I was trying to protect my family, my mother and my father and my brothers, and they were the left-wing views. So in each place, I was finding myself speaking in the name or in the views of the other side. And I don't think it's lack of identity. I think the other way around. I think the only solution to this conflict is if we will have one voice inside of us that taking care of the fears of the settlers and the way they approach. And the other voice inside of us will understand that we have to have a solution, self-identity for the Palestinians, a state or some form of a state. And the only way I think we can really create a change is if we will be like what I was. I can understand this and I can understand this. I can be this in the argument and I can be this in the argument. So inside of me, basically, there's two voices talking to each other. Like we need to do as a society and like we need to do in our negotiation with the Palestinians. And I think the problem is that in this side, there's only one voice. In the other side, there's only one voice and there's no conversation. Bien. Alors, bien entendu, lorsque je discute avec des gens de Psagot, je suis considéré comme avoir une opinion de gauche. Et lorsque je discute avec mes amis ou avec des gens de Tel Aviv, je suis considéré comme un homme de droite parce que j'ai tendance à vouloir protéger ma famille, à vouloir les justifier d'une certaine manière. À chaque fois, je parle au nom de quelqu'un. Quand je suis à Tel Aviv, je finis par parler au nom de ma famille qui habite Psagot. Et quand je suis à Psagot, je finis par parler au nom de mes camarades qui habitent Tel Aviv. Finalement, la solution de la situation serait peut-être qu'au sein de chaque personne et dans
la vie politique, il y a deux voies, VOIX. Une première qui s'occupe des craintes des habitants des implantations dans les territoires, et la deuxième qui se préoccupe de trouver une solution pour les Palestiniens. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il n'y a pas de voix, il n'y a toujours qu'une voix. Les gens de gauche ne se préoccupent que des Palestiniens, les gens de droite ne se préoccupent que des habitants des implantations. Et il me semble que moi, j'ai en permanence la préoccupation des deux. Merci beaucoup. Merci, Jonathan. Alors, je vois qu'il y a des doigts qui se lèvent. Je vais laisser la parole peut-être d'abord à Lauriane, parce que c'est Lauriane la première qui avait demandé la parole. Lauriane, tu veux parler? Ah, attendez, il faut que je rallume les micros. Ah. Il faut que je rallume les micros. Donc, on va rallumer le micro de Lauriane. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Il suffit de désactiver. Rétablir le son. Si, c'est-à-dire c'est soi-même qu'il faut remettre le son. Oui. Normalement, je dois être capable de le faire. Bon. Lauriane? Activer l'email, voilà. Voilà, normalement, c'est bon là. Alors, Peggy, c'est à vous. Oui, bonsoir et merci, merci de me donner la parole. Mais ce serait une solution. Gilles Rosier, sauf qu'au début, il a dit souvent territoire occupé. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Il parle de statement, mais pas de territoire occupé. Ça, c'est important, parce que je suis de Jérusalem et je peux vous dire que ça, pour moi, c'est très important. Donc, pour l'auteur, j'ai lu son livre, son précédent livre, qui était un peu plus pro-palestinien, qui était un magnifique livre, hein, qui est un très, très beau livre. Je vois que dans Psakot, il a mûri, et en effet, quand il parle de sa famille, des préoccupations, des implantations, c'est un bon livre, c'est un livre qui est assez objectif, je dis. Donc voilà, je voulais savoir surtout si son père, qui était très rude, et sa mère aussi, s'ils étaient beaucoup plus aimant, est-ce qu'il serait resté plus facilement à Psakot ou de toute façon il serait parti de Psakot? So this person wants to know if your father was a rude person, your mother also, if there would be more beloved people, would you stay in Psagot? Or living Psagot, nevertheless, no more. First of all, I love my parents very much, both of them. I'm not. In the same time, people can be very complex. I am very complex and very beautiful. And my father is a complex person. He was born in 1942 in the middle of the Second World War. He was raised in a communist regime. So he had, I would say, very bad cards from history. So, and in the same time, he's a beautiful intellectual person. So the first thing is that, and my mother is so generous that it's unbelievable. I always tell her that when she goes up, she needs to leave some mitzvot for me in the entrance, because otherwise I won't make it to heaven. I need, the leftovers of her, what she gets in the grocery store, 10 shekels, 1 shekel, I need her to leave it for me up there so I can go also, because her amount of good deeds is unbelievable. But to your question about living in Psagot, first of all, I cannot live in Psagot even if I want, because Psagot is only for religious people. And basically, even if I was religious, Psagot is based on a specific view, approach. And they're very much keen on creating a united community. And that's why in Psagot, people that are
going out of lines are usually in one way or another leaving the settlement. And I'm not talking about being secular. I'm talking about even someone that is religious, but he take his religious life or his mental life or his spiritual life in a very different way from the rest. He will not stay there for a long time. You know what? If someone will buy too expensive car and will buy a house that is enormous, in the end of the day, he will not stay there. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que j'adore, enfin, que mes parents sont complexes et magnifiques. On peut être complexe et magnifique. Mon père, par exemple, est né en 1942, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, en Union soviétique. Il a donc sous le régime communiste, les cartes qu'il avait en main n'étaient pas simples depuis sa naissance. Quant à ma mère, c'est une femme d'une générosité absolument exceptionnelle. Chaque fois que je suis à Psagot, elle laisse toujours de quoi me permettre de faire des mitzvot, des bonnes actions, notamment des petites pièces que je peux distribuer de ci, de là. Mais si je souhaitais, même si je souhaitais vivre à Psagot, ça me serait absolument impossible parce que, non pas parce que je ne suis... Enfin, c'est pas seulement qu'une personne laïque ne peut pas vivre à Psagot, mais une personne religieuse qui ne serait pas exactement dans le cadre défini par la communauté, qui souhaite vraiment être une communauté unie par le même mode de vie et la même façon de voir le monde, eh bien, ne pourrait pas vivre à Psagot. Par exemple, quelqu'un qui se serait acheté 2 grosses voitures et qui se serait fait construire une maison qui aurait coûté très cher, c'est pas possible à Psagot. Il serait obligé de quitter l'implantation. There is something interesting about it that I also mention in the book, that there is a kind of paradox in the center of life there, because the settlements were built by a very strong individuals. Levinger, Zambish, all these kind of figures that are like metaphors in Israel, to a very individual driven people that do what they think should be done, and they don't question the surroundings, and they don't ask the surrounding to approve them. This is the basic foundation of the settlements. Now, in the same time, the settlements are extremely afraid of individual approach. Once you build it, and you need individual force to build it, once the community is settled, you become very much afraid from individual thinking. So I'm saying inside, it's also true about the kibbutzim, for example. It was based from individuals that went and went away from their houses in Russia, betrayed or rebellion against their parents, went to live 10 people in some hill in the Galilee or up north. But when the kibbutzim became a stable place, they didn't have the place for extreme individuals. And the same thing happened to settlements. And I think it's pretty much sad, because this force of individual thinking is such a powerful and fresh force that it's so bad, it's so sad to lose it in 10 years or 15 years. But this is what happened to the settlement movement. It became very bourgeois, very stiff, very one-minded approach, instead of being so vibrant like the beginning, like this kind of much more energetic individual personas. Alors, le paradoxe, c'est que, en fait, toutes ces implantations, au tout début, ont été initiées, ont été créées par des individualités extrêmement fortes. Quelqu'un comme Zambish ou alors le rabbin Levinger, c'était des personnalités extrêmement fortes qui ne craignaient pas l'individualisme et qui étaient totalement indifférents aux opinions des autres. Ils avaient leurs propres opinions et leur objectif était d'imposer leurs opinions.
Et néanmoins, on se retrouve maintenant, de nos jours, avec des implantations qui ne supportent pas les idées personnelles et l'expression de l'individualité. Mais il s'est passé précisément la même chose pour le mouvement kibboutzik dans la première période du sionisme. Les kibbutz ont été créés par des jeunes gens qui, en rébellion contre leurs parents en Russie, quittaient le domicile familial contre l'avis de leurs parents, seuls, et rejoignaient la Palestine et se retrouvaient avec d'autres qui avaient eu la même démarche. Mais une fois qu'ils étaient là et une fois que le kibbutz commençait à se stabiliser, à ce moment-là, il n'y avait plus aucune place pour les idées personnelles et pour l'expression de l'individualité et son épanouissement. Eh bien, moi, je trouve que c'est triste parce que la pensée individuelle, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de très créatif. Et finalement, le mouvement des implantations s'est embourgeoisé totalement et a complètement, au bout de quelques dizaines d'années, il n'y a plus aucune place pour des nouvelles idées, des idées personnelles. Il n'y a de place que pour ce mode de vie unifié. Merci, merci Jonathan. Est-ce qu'on a encore la dernière question, si jamais il y en a une? Est-ce que j'ai cru voir une main? Catherine, c'est ça? Moi, je veux bien. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et je voulais savoir s'il était plus difficile de sortir d'une communauté orthodoxe en Israël plutôt qu'à New York, parce que par exemple, ou si ça dépendait des années. Par exemple, moi j'ai lu Chaim Potok à Cherlev, ça s'est fait d'une façon, disons, plutôt cool. Avec Joshua Halberstam, une place à table, c'était difficile, mais c'était quand même aussi faisable. Et la difficulté, c'était le regard des autres plutôt, d'aller au cinéma vêtu, etc. Et puis, il y a aussi Jonathan Dim, par exemple, de nos jours, qui explique que d'être sorti de sa communauté, ou en tout cas d'avoir voulu tout simplement en sortir, avait été très problématique. Et je voulais savoir comment ça se passait dans les communautés israéliennes. Est-ce que à l'extérieur c'est plus difficile, les gens sont plus, disons, rigides, ou c'est pareil? Voilà, merci beaucoup. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que dans le judaïsme, on dit toujours qu'il y a deux juifs dans une salle qui échangent, il y a au moins 3 idées. Donc, c'est drôle ce que vous dites de cette rigidité. Voilà, merci beaucoup. So this person wants to know if, because she read Shulem Din's book about going out from a very Hasidic community, or Joshua Halberstam's book published by Antelope on the same topic. And she wants to know if it was a difficulty for you to go out from this community and from this world, and what is very surprising for her to hear that there is a unity of thinking is because when there are 2 Jews in a place, usually there are 3 opinions. So how can it be that there is only 1 opinion in the settlements? Okay, first thing and then the second thing. First thing, if it was hard for me, it wasn't hard, but we have to divide the surroundings of the ultra-Orthodox and the Orthodox. It's not the same thing. In the ultra-Orthodox communities, living religion is, the person that lives the religion has to have courage like someone in Sayeret Matkal, in the commando. It's really extreme bravery to leave the ultra-Orthodox communities because it means you're alone in the world, completely. And I was given a workshop, a writing workshop to people coming from the ultra-Orthodox communities in Jerusalem for the last 2 years. And I really think that the next wave of good literature will come from there.
because they have extremely rich language, because they know the deepness of Hebrew from the Jewish texts, and they are meeting the secular life. And I think this combination of very rich and deep language with their life happening will create great literature. So I'm saying, from the ultra-Orthodox, I think the next generation of great Agnon writers can come. And we have to understand that in these communities, it's unbelievably hard, because you will be on your own. But in the communities I'm coming from, it's much less hard. I never had this connection with my parents. They were always accepting me. There were difficulties, because it's not nice for parents in the age of 16 when their son is telling them, I'm not following your footsteps and your tradition. But it wasn't a big trauma for me. Now, Gilles, you want until now? Yes, please. Alors, quitter le monde ultra-orthodoxe, c'est extrêmement courageux. C'est presque une opération commando. Parce que, en fait, quand vous l'avez quitté, vous vous retrouvez totalement seul. Vous êtes obligé de rompre avec votre famille. Et moi, j'ai donné des ateliers d'écriture dans lesquels il y avait des personnes qui avaient quitté le monde ultra-orthodoxe. Et je suis absolument persuadé que la prochaine vague de grande littérature sera écrite par des gens qui quittent le monde très orthodoxe, ultra-orthodoxe, parce qu'ils ont une langue d'une richesse extraordinaire, une très bonne connaissance de la langue hébraïque, de par leur éducation, et leur confrontation, leur rencontre avec le monde séculier, le monde laïque, va faire quelque chose d'extraordinaire. Donc les prochains Agnon viendront, le prix Nobel de littérature israélien, donc, et hébraïque, les prochains Agnon viendront de ce monde, j'en suis persuadé. Pour moi, ça a été beaucoup plus facile parce que je n'ai jamais eu à couper avec mes parents. Bien entendu, lorsque vous avez un enfant à l'âge de 16 ans qui vous dit je n'ai pas envie de mettre mes pas dans les vôtres, votre mode de vie ne me convient pas, ça présente un certain nombre de difficultés. Et il y en a eu des difficultés entre mes parents et moi. Mais néanmoins, je n'ai jamais rompu avec eux et je suis toujours en contact avec eux. About the second question, it's not true that there is one opinion. And actually now we are in a very interesting place regarding the settlements. Because what happened is, I just spoke a minute ago about the stiffness that the settlements became full of. The individual thinking, or the fire of individual thinking were going down, and it became very stiff and very, I would say, normal in a way. And that created, I would say, a breaking point where there is two very different streams coming out of the settlers, and more than the settlers, the Zionist Orthodox, you can say. The first one is what we call Na'arei Agvaot, which is antithesa, which is a radical happening that is facing the bourgeois life of the settlements and trying to create a re-happening of what happened in the 70s. And these people are very much against the state and very much connected to the biblical life. Even if you look at them, they're with the long hair or the long clothes and colorful clothes, and they look much more as they think our ancestors were looking. And their uprising is exactly because of the stiffness of the settlements and the young generation that said, from one hand, you are talking all day long about ideological thinking and politics and religious and the promise of God to the people, but you live
as someone in Tel Aviv. You go to work, you come back, you watch television, so it doesn't fit. And this is one wave, the Na'arei Gvaot. The other wave, which is, for example, evident in the political party of Naftali Bennett, which is a leader in the political life in Israel, is to take this bourgeois approach to the other side completely, to say, no, we don't want to be there in the settlements, in the backyard of Israel, doing what we're doing and living the life of fulfilling the promise. And you will have the center of Israel, the culture, the media, the arts, the economy. No. We want to be in the front of these circles inside the Israeli society. So this is also another approach, is saying, no, don't put us in the settlement, in this cage. We want to be in Galei Tzahal, we want to be in the radio, we want to be in the television, we want to be singers, we want to be artists, we want to be successful people economically, because Naftali Bennett is a successful businessman. And this is the model he's presenting for the public. So basically there is two different streams coming out of what we call settlement society. One is going back to the biblical way of living, against the state, back to the ideological fire. And the other one is completely the opposite. No, let's go to the center of Israel. Let's live in Tel Aviv and succeed in Tel Aviv, in the middle of the Israeli society. So it's not exactly one view. Alors, en fait, il y a le mouvement des implantations a donné lieu à deux tendances différentes. La première, c'est ce qu'on appelle Ne'arei HaGivaot, les jeunes des collines. Donc ça, je fais une parenthèse pour vous expliquer ce que c'est. Les jeunes des collines, ce sont des jeunes gens qui vont s'installer dans des lieux qui ne sont pas des implantations officielles et autorisées, mais qui vont s'installer dans des tentes, dans des baraques préfabriquées, etc., dans des lieux qui ne sont pas autorisés et qui, quand vous les voyez, ils sont habillés comme ils pensent que nos ancêtres des temps bibliques étaient habillés, avec des cheveux longs, des vêtements très spécifiques. Et en fait, ces gens sont extrêmement critiques à l'égard des implantations qu'ils considèrent comme totalement embourgeoisées. Et eux, ils revendiquent le retour à une authenticité biblique. Et alors la deuxième tendance, c'est la tendance qui se dégage notamment d'un politicien comme Naftali Bennett, qui est très connu, et qui en fait dit « Mais attendez, nous, on refuse d'être relégués dans nos implantations. Nous, on a envie d'être au centre de la vie israélienne, on a envie d'y participer totalement, on a envie d'être journaliste à la radio Galei Tzahal, la radio de l'armée, qui est une radio très, très connue et très écoutée en Israël. On a envie d'être chanteur, on a envie d'être businessmen et des businessmen qui ont du succès. Et d'ailleurs, Naftali Bennett est à la fois un homme politique et un homme d'affaires extrêmement qui a beaucoup de succès. Voilà, donc il y a ces deux tendances les implantations ont donné naissance à ces deux tendances. Merci beaucoup Jonathan, merci Gilles.